Le président du Sénat, Gérard Larcher, l'invité de Preuve par Trois, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion. La Grèce, bien sûr, au sein ou en congé de la zone euro, c'est la question qu'il convient de trancher. Et vous nous direz, Gérard Larcher, quelle est votre position? Avec Guillaume Daudin de l'AFP, nous ouvrirons la page des Républicains, alors que le débat s'affine, la lutte aussi, entre les prétendants à 2017. Enfin, avec Perrine Tarnaud de Public Sénat, nous évoquerons le travail parlementaire et cette offensive pour une procédure plus rapide, plus réactive. C'est là, par exemple, le vœu de François Hollande. Vous pourrez lui répondre tout à l'heure. La Grèce, d'abord, bien sûr. Gérard Larcher, faut-il sauver sa place dans la zone euro? L'avenir de la Grèce appartient au gouvernement grec. Et donc, sa place dans l'Europe et dans l'euro. Et il s'est mis un peu dans une situation impossible. Non pas que le référendum est, pour un gaulliste, une voie normale de consultation. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Soit le gouvernement grec vient avec des propositions qui répondent aux propositions faites par les pays européens, qui en fait, oui, il y a la solidarité, mais il y a des règles, et donc des réformes qu'il faut conduire. D'autres pays l'ont fait, hein. L'Irlande, la Lettonie, le Portugal, et ça a été des moments aussi difficiles, douloureux, et où alors la Grèce vient les mains dans les poches et ne fait pas de proposition. Et donc je crois que pour l'Europe, c'est un moment important de réaffirmer à la fois sa solidarité, mais aussi qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc, personnellement, je souhaite que l'axe franco-allemand, qu'on sent parfois un peu inégal, entre une Allemagne qui a des positions claires, une France et un président de la République dont on ne sent pas toujours très bien entre solidarité et responsabilité quel est son choix, eh bien que se dessine une décision. Certains ont évoqué, bien sûr, la Grèce dans l'Europe, avec une sortie de l'euro, mais qui soit une sortie accompagnée. Oui. Si la Grèce, parce que ça dure depuis 5 ans quand même cette affaire, si la Grèce devait engager des réformes... Parce que par exemple, le ministre grec des Finances, le nouveau, est arrivé à Bruxelles, sans proposition, sans document écrit, quasiment les mains dans les poches. Est-ce qu'il faut admettre à un moment que l'accord est impossible? Il faut être un sérieux de part et d'autre, rappeler cet équilibre entre solidarité et sens des responsabilités, donc la capacité pour les Grecs de conduire des réformes. Vous savez, il y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont jamais été faites. En Grèce, je le répète, quand le niveau des retraites est comparable au niveau des retraites allemandes et qu'on ne réforme pas le système des retraites, quand il n'y a pas de cadastre, quand il y a un retard de près de 80 milliards dans la collecte de la fiscalité, quand une partie de l'économie grecque, qui est l'économie notamment des armateurs, quand une partie aussi de la vie grecque, qui est l'Église orthodoxe, échappe à l'impôt... On dit qu'elle est aussi riche que le montant de la dette aujourd'hui du pays. Je ne sais pas, et je ne vais pas me lancer, parce que c'est aussi un élément très important de l'identité grecque et de la culture grecque, mais il y a un moment, il faut... Et ça me rappelle des débats que nous avons eus, il y a bien longtemps, au moment du traité de Maastricht. Quand Philippe Séguin, et je faisais partie à ce moment-là de ceux qui l'accompagnaient, dit attention... Convergence fiscale, convergence sociale, il va falloir que réellement on y travaille si on a une monnaie unique. Et Charles Pasqua, je l'ai rappelé l'autre jour, disait à la même date, il y a 25 ans, oui, c'est quand même cette réalité-là, comment seront les convergences entre, je cite, les Finlandais et les Grecs? On a 1 heure de rendez-vous. Là. Donc la situation, de toute façon, appelle à une plus grande convergence économique de la zone euro. Mais économique, sociale, fiscale. Alors vous avez évoqué effectivement le couple franco-allemand, Gérard Larcher, c'est un point très important pour la solidité de la zone euro. C'est cette force de ce couple. Or, est-ce que vous incriminez donc plus clairement François Hollande qui a joué au conciliateur à tout prix? Oui, je peux comprendre qu'on ait envie de concilier. Mais quand même, regardez ce que M. Tsipras a été élu dans des conditions dans lesquelles il a promis de supprimer la taxe foncière, dans lesquelles il a revalorisé des retraites qui avaient déjà un 13e et un 14e mois, qui a ensuite promis des embauches de fonctionnaires. Enfin, tout ça n'est pas raisonnable. Donc il y a un moment... On peut quand même discuter. Il faut que le Premier ministre grec fasse des propositions sérieuses,
raisonnable. Et qu'ensuite, il y a l'expression face à ces propositions sérieuses d'une décision de solidarité à la condition que la Grèce assume ses responsabilités. Est-ce que ce dossier révèle une trop grande fragilité du couple franco-allemand? Je crois que dans la gestion de ce dossier, on a bien vu qu'il y avait parfois des dissonances, mais quand il y a des convergences, alors l'Europe est forte. Et l'Europe est forte de la convergence franco-allemande. Ce que je constate, c'est que nous avons une inégalité entre le couple franco-allemand dans cette expression d'exigence, ça ne me choque pas. Il est naturel que nous soyons exigeants vis-à-vis de la Grèce. Intransigeants même, dit-on. C'est ce qu'on dit à Berlin, quand même. Exigeants. Oui. Parce qu'il y a un moment, il faut exiger et en même temps être solidaire. Je crois que c'est la réponse qu'il nous faut trouver. Et on verra ce que demain, le gouvernement dira lors du débat, notamment au Sénat, demain après-midi. Alors donc effectivement, puisque Manuel Valls a annoncé le débat à l'Assemblée nationale, il y aura également un débat, bien sûr, au Sénat. Et si on demandait aux opinions publiques et aux parlementaires de se prononcer éventuellement sur des aides supplémentaires demain à la Grèce? Alors, ça n'est pas dans notre système constitutionnel. Je dois vous dire que je disais au ministre en charge des relations avec le Parlement en début d'après-midi que si un jour on est face à des décisions, il ne faudra pas qu'on se contente d'un débat sans vote. Il faudra voter s'il y a un nouveau plan d'aide. S'il y a un nouveau plan d'aide ou s'il y a une décision de sortie de l'euro, il est bon que le Parlement puisse s'exprimer, même si ça n'est pas une injonction au gouvernement dans le système de la Ve République. Très bien. Je le souhaite, je l'ai dit ministre en charge des relations avec le Parlement cet après-midi. Est-ce que le non massif lors du référendum de dimanche était pour vous un non à l'euro chez les Grecs? Je crois que c'est un peuple aussi qui a fait beaucoup d'efforts, qui a le sentiment que ces efforts n'ont pas été récompensés. Mais il y a une telle dette cumulée, on ne sait même plus, j'allais dire, si c'est 230, 330 milliards, la part publique, la part privée. On sait que aussi, il va falloir, pour la Grèce, poursuivre un certain nombre d'efforts. Et ça ne peut pas se faire par un effacement de la dette sans contrepartie de réforme. Mais qu'est-ce qui est le plus préférable à ce stade, selon vous, Gérard Larcher, pour la solidité de la zone euro? Est-ce qu'il faut effectivement un départ négocier, une mise en congé de la Grèce? Pour la zone euro, il faut des règles claires, des règles qui soient respectées. La meilleure façon de les réaffirmer, c'est justement de mettre en congé le pays qui ne les respecte pas. Qui soient posées, et si le pays ne le respecte pas, il faut en tirer les conséquences. Les règles sont faites pour être respectées. Les règles peuvent être, j'allais dire, adaptées à la dimension aussi sociale et humaine, parce que je ne doute pas de la souffrance potentielle du peuple grec, mais si le peuple grec sort de l'euro, alors les souffrances seront encore plus grandes, me semble-t-il. Et là, on passera à un plan d'aide humanitaire, comme le dit le vice-chancelier Enfin, il faut que le Premier ministre grec prenne ses responsabilités. On ne peut pas jouer au bluff. On ne peut pas jouer avec le peuple et ne pas engager les réformes qui sont nécessaires. Bon, alors il y a des mots très durs, évidemment, qui sont prononcés dans votre camp, Gérard Larcher, à l'encontre d'Alexis Tsipras, mais pas que, puisque Dominique Villepin a une autre vision. Il lui parle, vous avez fait référence à vos références gaullistes, à vos racines gaullistes il y a un instant, Gérard Larcher. Il me parle comme gaulliste, dit Dominique de Villepin, et il trouve qu'il a le mérite d'avoir donné la fierté au peuple grec. Enfin, il a donné la parole au peuple grec, mais derrière, qu'est-ce qu'il va lui apporter au peuple grec? Il faut qu'il ait le courage de réformer. Il faut qu'il ait le courage de sortir son pays. Il ne suffit pas de dire oui ou non. Il faut maintenant gouverner. Et gouverner, c'est s'engager en responsabilité. Et on ne peut pas faire des promesses qu'on ne sait pas financer en direction du peuple grec. Je ne voudrais pas que ça soit un espèce de référendum où, au bout du compte, ça soit le peuple grec qui soit sacrifié. Alors, vous venez d'exprimer votre position sur le dossier grec, mais j'ai noté qu'il y avait des divergences d'approche au sein de votre parti, les Républicains. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Et quelle est la bonne ligne, celle d'Alain Juppé, celle de Nicolas Sarkozy, qui, lui, se montre également plutôt ouvert au dialogue sur la dernière ligne droite? Sur la durée, je ne vois pas de véritable divergence. Chacun dit qu'il va falloir que la Grèce respecte les règles communes que nous avons dans la zone euro. Non mais Alain Juppé, il est pour le Grexit, par exemple. Bon, il a Nicolas dit Sarkozy considère qu'il faut encore donner une dernière chance. Il fallait tirer les conséquences. Je n'ai pas entendu que sa décision soit l'expulsion de la Grèce de la zone euro. Il y a un moment simplement, il faut avoir le courage de la vérité. Bon, alors on va évoquer maintenant plus largement les Républicains. Avec Guillaume Daudin de l'agence France-Presse qui va nous rejoindre, le président du nouveau parti, Nicolas Sarkozy, n'est pas toujours suivi, on le constate, semaine après semaine, par les sénateurs dans sa vision de l'alternance. Audrey Vuettaz.
C'est son mot d'ordre. Pour préparer 2017, Nicolas Sarkozy va jouer la carte du clivage gauche-droite exacerbé. Avec une promesse, la plupart des réformes de François Hollande seront abrogées si la droite revient au pouvoir. Dans sa ligne de mire notamment, la réforme territoriale. Mais les sénateurs hésitent. Et les élus n'en peuvent plus. C'est vrai que cette instabilité législative, les élus n'en peuvent plus. Mais à partir du moment où un texte fait des erreurs, on est parfaitement légitime à pouvoir les rectifier dans un deuxième temps. Et si pour Nicolas Sarkozy, l'opposition systématique et le clivage sont sains pour la démocratie, pour Fabienne Keller, il faudrait aussi jouer la carte du rassemblement. Il a son caractère et sa personnalité, donc il souhaite faire des propositions fortes, parfois clivantes. Pour ma part, je pense aussi que le rassemblement, l'apaisement sont nécessaires aujourd'hui à une France très secouée, très en recherche en fait d'apaisement et de consensus pour pouvoir mettre en œuvre des mesures indispensables. Leur liberté de parole, les sénateurs républicains y tiennent. Il y a un mois, ils l'ont fait comprendre à leur président. Nicolas Sarkozy voulait que l'Assemblée et le Sénat déposent une proposition de loi commune contre toutes les dispositions du gouvernement qui ont étouffé les entreprises. Christian Jacob a donné son accord, moins d'emballement du côté du Sénat. On n'a pas la même méthode de travail que l'Assemblée. On a une réflexion qui est une réflexion de fond. Et je pense qu'il faut respecter ce rythme-là pour ne pas sacrifier le fond à la forme ou à la précipitation, c'est tout. Alors, indisciplinés, les sénateurs républicains vis-à-vis de leur président. Il y a une liberté de ton, une liberté de position et une liberté de vote, auquel les sénateurs tiennent beaucoup. Voilà, ça ne veut pas dire que les sénateurs sont plus indisciplinés ou plus indépendants que les députés ou que les militants en général. Mais ils ont une responsabilité un peu différente. Pour un tir groupé des parlementaires républicains, il faudra donc repasser. Voilà, pas de tir groupé donc des sénateurs républicains derrière Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on comprend. Bonsoir Guillaume Dodin, vos questions au président du Sénat. Bonsoir, donc on l'a vu voilà, dans le sujet, la réforme territoriale est en débat. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur le dernier texte qui a été acté, par exemple revenir sur la mesure la plus emblématique, les 13 régions? Écoutez, d'abord peut-être commenter ce que je viens d'entendre. C'est vrai que le Sénat, et c'est l'intérêt d'avoir deux chambres, élues de manière différente, élues en un temps différent. Ça n'est pas la réplique sismique de l'élection présidentielle, comme l'Assemblée nationale, élu représentant le territoire, qu'il ait cette part, j'allais dire, d'autonomie. De liberté. Oui, je la revendique, c'est d'ailleurs sur cette ligne-là que j'ai été élu président du Sénat. D'accord. Mais en même temps, j'appartiens à une famille politique. À l'intérieur de cette famille politique, j'exprime ma sensibilité, je porte la sensibilité des sénateurs. Et je pense que nous avons des choses à apporter. Regardez, le texte renseignement, on s'est battu sur les libertés et en même temps sur la nécessaire sécurité. Sur le texte territoire, nous avons repris quoi? Le rapport de Jean-Pierre Raffarin et d'Yves Cratinger. Les régions, on avait dit oui aux grandes régions, à la condition qu'il y ait des départements, qu'il y ait une proximité, et que nous préservons ce qui est la première des proximités. Et en ces temps de crise, les Français en ont besoin. La commune, c'est une idée moderne aujourd'hui, en ces temps de désarroi, et c'est le fil conducteur du débat qui est en cours sur la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Il y aura une commission mixte paritaire demain, et on aura l'occasion de voir si nous pouvons converger. Alors derrière... Quelle va être la position du Sénat, justement, lors de cette commission mixte paritaire? Elle va être une position d'abord qui appartient aux rapporteurs et aux commissaires. C'est là où il y a l'autonomie. Nous avons la particularité d'avoir deux rapporteurs. Sensibilités différentes. Jean-Jacques Hyest, républicain. René Van Dierendonck, socialiste. Et nous allons essayer plutôt de construire. Nous verrons si, par exemple, le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale veulent imposer le suffrage universel direct pour les grandes intercos, c'est non. D'accord. S'ils veulent un haut conseil du territoire alors qu'il y a le Sénat, c'est non. Mais si nous pouvons entrer en discussion... Et les 13 régions... Et c'est en fait le Sénat qui a préservé cette collectivité de proximité qu'est le département. Alors là, les régions, les 13 régions là, qui vont naître au 1er janvier, ça y est, c'est collé dans le marbre. On a un débat entre 13 et 15, mais pardonnez-moi le principe, il était dans le rapport
Raffarin Cratinger. J'avais d'ailleurs participé à ce rapport avant d'être réélu président du Sénat. Et c'est une voie. Je ne dis pas que le texte soit parfait en l'état actuel, mais je vais vous dire, c'est ce que je disais d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, c'est que les élus sont un peu là, toutes ces réformes territoriales. C'est comme je vais prendre mon département dans la partie rurale. On va être en 5 ans au 4e schéma directeur de coopération intercommunale. À chaque fois, les frontières interco changent. Tout ceci a une cause de paralysie. Et il est vrai, et là je le partageais avec Nicolas Sarkozy, que le conseiller territorial, c'était vraiment une meilleure idée. Mais là, pour l'avenir, donc vous nous dites, s'il y a alternance, demain, elle s'arrêtera à la réforme territoriale. Oui, avec les ajustements nécessaires. Enfin, cette position, tout le monde la connaît de ma part depuis très longtemps. D'accord. Alors le reportage que nous venons de voir montrait aussi sur le fond le côté toujours, il n'y a pas une grande nouveauté là-dedans, clivant de Nicolas Sarkozy qui veut affirmer une opposition très franche au gouvernement. On a vu ce week-end qu'il était donc en Sologne à la fête de la Violette. De l'autre côté, il y avait Alain Juppé qui est peut-être plus rassembleur, en tout cas c'est ce que disent ses soutiens, qui est moins dans une position de clivage. Est-ce que vous pensez que d'ici 2017, ça va se tendre cette opposition? D'abord, Nicolas Sarkozy est le président de notre mouvement politique. Il a été élu de manière incontestable. Bien sûr. Et moi, j'appartiens au bureau politique. Qui a adopté quoi? Le principe des primaires. Et le principe d'un débat qui se déroule d'ailleurs chaque semaine, je lui fais un peu défaut ce soir pour vous, au bureau politique. Les primaires. Je viens d'entrer un peu comme sage à la Commission nationale d'organisation des primaires. Et elles se dérouleront en 2016. Elles permettront de dégager un candidat. Peut-être une candidate, mais en tous les cas, c'est plutôt un candidat quand on regarde. Et puis derrière, nous serons autour de lui rassemblés. Mais voilà, on a Nicolas Sarkozy ce week-end qui dit par exemple je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd aux critiques qui viennent contre moi. Dans mon camp. Dans mon camp, évidemment. Je pense que c'est le dialogue à l'intérieur du mouvement politique. Il est vrai que sur un certain nombre de sujets, Nicolas Sarkozy s'exprime d'une manière forte. Alain Juppé ou François Fillon font d'autres propositions. C'est peut-être une richesse pour préparer notre projet politique. Et nous avons besoin de quoi? Aujourd'hui, nous gagnons les élections. Ça a été le cas des municipales, ça a été le cas des sénatoriales, ça a été le cas des départementales. Non, c'était avant les européennes. Avant. Qu'est-ce qu'on fait? On sort les sortants. Je voudrais qu'on passe au moment où on convainc, où on fait partager. On n'est pas seulement dans le sortir les sortants. Et c'est le travail que nous devons faire. Retrouver la confiance. Pour éviter, en fait, le vote impasse que je sens très présent dans cette France que j'ai qualifiée dans mon rapport au président de la République de France d'à côté. Ces gens qui se sont abandonnés, méprisés, pas écoutés, qui vont faire un vote populiste, notamment pour le Front National, qui quoi propose? Un SMIC à 1500 €, qui propose la retraite à 60 ans, la sortie de l'euro. Et en fait, ils font la même chose que le Premier ministre grec et ils mèneraient le pays dans l'impasse. Alors, il faut que nous leur montrions que nous sommes une alternance solide. Alors, qui doit incarner et mettre en œuvre cette alternance? C'est la question dans votre mouvement. Et vous avez peut-être la possibilité de vous exprimer sur le sujet, là, ce soir. J'ai la possibilité, surtout, d'incarner la très bonne organisation des primaires, le respect du principe de la charte, et le moment venu, je m'exprimerai. Le moment venu. Vous savez tous que j'ai accompagné depuis longtemps Philippe Seguin, donc François Fillon, mais aujourd'hui, ma responsabilité est de faire que la primaire soit une primaire indiscutable, indiscutée, qui permette derrière de choisir le meilleur candidat et de nous rassembler. Pour vous, François Fillon n'est pas totalement sorti des radars? Que non, personne n'est sorti des radars. Qui connaît la situation en 2016? Nous vivons une période de grande instabilité internationale. Enfin, regardons autour de nous. On a parlé de la Grèce. Est-ce que la question des migrants, on en a parlé aujourd'hui? Est-ce que ce qui se passe en Syrie, est-ce que Damas ne tomberait pas dans les 3 semaines, un mois, peut-être même avant? Voilà des sujets. Ce matin, nous avons reçu le président de la commission constitutionnelle de la Rada ukrainienne. Et il est en train de travailler avec nous, en lien avec les Allemands et les Polonais, et moi, en lien avec les Russes, en accord avec eux, pour essayer de mettre en œuvre Minsk II. Voilà les réalités qu'il nous faut traiter de manière concrète. Les soutiens de François Fillon disent maintenant, depuis quelque temps, et notamment depuis le début, malheureusement pour lui, de son déclin sondagier, que tout peut encore arriver, mais l'échéance aussi se rapproche de la primaire. Oui, mais on verra les conditions de l'échéance.
L'important pour les Républicains, c'est d'avoir un candidat qui soit choisi de manière indiscutable par les primaires, qui porte un projet qui nous rassemble dans notre diversité, et puis derrière ça, que nous obtenions la confiance des Français pour notre candidat et pour une majorité parlementaire. Alors, on a ce matin Rachida Dati qui fait une interview dans Libération et qui dit que l'UMP, elle apporte beaucoup de critiques et elle dit notamment que l'UMP en fait... Enfin, les Républicains, pardon... Vous voyez, vous avez un vieux réflexe. Ben oui. Je suis mis plus tôt, moi. Les Républicains en font trop sur la question de l'islam, de l'immigration. Et quand elle dit les Républicains, c'est certainement Nicolas Sarkozy. Vous parliez de convaincre. Est-ce que c'est... aborder ces sujets sans cesse, cliver sur ces sujets, c'est une bonne manière de convaincre? Ces sujets, ils se posent. Dans mon rapport, je reviens à lui du 15 avril, parmi les 4 sujets identifiés, l'école. À l'époque, on n'avait pas encore ce débat si fort. Et l'échec d'une partie des jeunes à l'école. La question migratoire, je vous le dis, notre capacité à intégrer est aujourd'hui saturée. La question de cette France abandonnée. Et le fait religieux, il existe. Vous ne pouvez pas ne pas dire qu'il n'existe pas. Et je dois dire qu'il faut le traiter. Et que dans une république laïque, comme on l'a fait au début du XXe siècle, il nous faut traiter, non pas le rejet d'une religion, mais au contraire, une religion qui soit compatible avec les valeurs de la République. Vous êtes plutôt en désaccord avec les critiques de Rachida Dati Et je pense qu'il faut traiter. C'est parce que nous ne traitons pas ces sujets qu'on voit monter une islamophobie insupportable. Et ça n'est pas possible. Et il nous faut donc traiter ces sujets. La question de la migration, il faut la traiter. Parce que pendant qu'on parle de la Grèce, il continue à avoir des milliers de migrants. Chacun sait que j'ai été voir le procureur de Catane au mois d'avril, ainsi que le directeur de la police de l'air et des frontières italien. Nous voyons bien qu'il faut traiter ce sujet, vraiment. Ça, c'est la politique, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Est-ce que traiter ce sujet vraiment, c'est, je pose la question, par exemple, parler de fuite d'eau comme l'a fait Nicolas Sarkozy en évoquant les migrants? Écoutez, c'est pas la formule que j'aurais utilisée. Il est sur site, je vous renvoie à mon rapport. Je pense qu'il faut les traiter. Qu'il faut les traiter avec courage, lucidité, et que dans les modes d'expression qu'on peut avoir, en tous les cas, ceux qui ne veulent pas traiter ces sujets, quelque part, ils vont conduire le pays dans tout ce que j'exècre, moi, personnellement, l'incapacité à vivre ensemble, pour prendre une formule de gauche, ou tout simplement à être ensemble des hommes et des femmes qui vivons des valeurs de la République et dans les valeurs de la République. Est-ce que Manuel Valls, qui suite à l'attentat en Isère parle de guerre, de civilisation, pour vous, participe de ce traitement des sujets? Je pense que ce n'est pas la bonne formule. Je pense que dans la civilisation, il y a des humanistes. Il y a des humanistes qui n'ont aucune religion ou qui n'en se réclament d'aucune. Et il y a des humanistes dans toutes les religions. Et il y a malheureusement des ultras dans toutes les religions, et même parfois hors des religions. Et que cette dimension de l'humanisme est quelque chose d'essentiel. Il faut que nous gardions ces valeurs de la République. Alors, à propos des migrants, il y a un élu de votre parti, le député Éric Ciotti, qui préconise des tests osseux pour les mineurs non accompagnés qui arrivent en France. Est-ce que ça, c'est une proposition qui vous choque ou que vous êtes de nature à soutenir? Le sujet, c'est pas la radiographie. C'est le sujet, c'est quoi? C'est que nous avons aujourd'hui une migration qui aujourd'hui n'est plus contrôlée. Éric Ciotti parlait de jeunes, mineurs ou pas mineurs, mais qui tentent de passer la frontière italienne. À Calais, ils sont 3000. Qui évoque que cette nuit encore, pour tenter de prendre la navette, un de ces migrants est mort dans un train, et il y en aura d'autres. Natacha Bouchard, sénateur, maire de Calais, vit une situation absolument insupportable, où elle a le sentiment de l'abandon. Les Anglais n'en veulent pas, et elle se trouve face à une situation. Et donc, moi je pense que sur la migration, il faut des quotas. Oui, mais sur les tests osseux, est-ce que c'est un moyen qu'il faut donner à la police? Oui ou non? Il a déjà ces moyens. Donc, simplement, ce que demande Ciotti, c'est qu'en cas de crise aiguë, on l'utilise avec plus de systématisme. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va arrêter le phénomène migratoire. Le phénomène migratoire, il est aussi des décisions qui doivent être prises à l'ONU,
c'est aussi la stabilisation de l'Afrique, et personne, on en parle si peu, c'est le co-développement d'Afrique. Demain matin, par exemple, dans la dotation institutionnelle du Sénat, avec les présidents, nous allons parler comment nous pouvons aider au co-développement. Et le projet de Jean-Louis Borloo, j'y reviens souvent, pas simplement par affection pour Jean-Louis Borloo, c'est une pierre pour le co-développement. Alors, vous avez parlé de la France d'à côté. Ceux qui se sont à côté aujourd'hui, ce sont notamment les éleveurs, les agriculteurs. Ils multiplient les opérations nocturnes, les nuits de détresse, comme ils disent. Vous avez décidé d'organiser une conférence. Table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus par rapport aux négociations qui ont déjà eu lieu ? Le Sénat, depuis notamment le milieu du printemps, la Commission des affaires économiques, la Commission des affaires européennes, s'est penchée sur la situation notamment de l'élevage. Il faut bien mesurer les chiffres. Qui accepterait? Producteurs de viande, moins 14% de revenus en un an. Viande bovine. Producteurs de porc, un chiffre à peu près identique, plus de 13%. Producteurs de lait, sur les 6 premiers mois, moins 19%. Pardon sur ces chiffres, mais c'est la vie quotidienne des éleveurs. Ils perdent de l'argent. Et donc, nous avons des sujets de compétitivité, nous avons des sujets de fiscalité, nous avons des sujets de normes. Qu'est-ce que Et une décision prise conjointement par les organisations agricoles et le ministre pour jouer sur le réseau de la distribution, pour requalifier les prix, il y a 3 semaines, n'a eu aucun effet. Au contraire, la FNSEA s'était félicitée. Mais j'en étais félicité parce que c'était un accord qui aurait dû fonctionner. Oui, ça n'a pas marché. Eh bien, il n'a pas marché. Donc, il faut que nous rassemblions, bien sûr, la FNSEA, bien sûr les acteurs de la filière, bien sûr les distributeurs, et que nous posions un certain nombre de questions. Quand je dis les acteurs de la filière, je pense à l'industrie agroalimentaire. Simplement un chiffre qui montre que ce malaise peut être une malchance pour la France. En 2005, la filière agroalimentaire et l'agriculture française, la première en Europe. Nous sommes la 3e aujourd'hui, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Il y a donc des raisons endogènes à la France, c'est pas simplement lié à la seule Europe, et il faut qu'on les traite. C'est ce que nous ferons le 16 juillet, parce que c'est la France des territoires. C'est pas simplement les agriculteurs. C'est cette France des territoires, cette France qui a le sentiment qu'au fond, pour reprendre une formule qui m'a été dite dans le Pas-de-Calais, on ferait des lois que pour les villes. C'était une question posée à moi-même, et pour moi c'est une réinterrogation. Merci Guillaume. On va parler maintenant justement de la loi. Perrine Ternot arrive, nous allons donc parler du travail parlementaire, Gérard Larcher, et sa lenteur qui est reprochée, qui vous est donc reprochée à vous, comme à d'autres, par le chef de l'État. D'abord les explications de Samia Dechir. 9 mois en moyenne, c'est presque un record en Europe. La fabrication de la loi française est longue, trop longue pour François Hollande. Attendre 6 mois, 8 mois, parfois davantage pour qu'une loi soit votée, une lecture, 2 lectures, 3 lectures. Ces différentes lectures, jusqu'à 5 par texte, ce sont les allers-retours, plus connus sous le nom de navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Autre facteur de ralentissement, l'inflation législative. Durant la session 2014-2015, le Sénat a examiné une 60aine de textes, dont presque la moitié d'origine gouvernementale. Mais surtout, les textes sont de plus en plus longs. Exemple typique, la loi Macron, passée d'une centaine à plus de 400 articles. Chaque parlementaire ou le gouvernement veut apporter un élément nouveau à l'occasion d'une vote d'une loi, et je crois que c'est un facteur de ralentissement considérable aussi. Un jeu de théâtre où chacun joue son rôle à coups d'amendements, voilà ce que dénonce François Cornu-Gentille. Pour lui, il est urgent que les parlementaires passent moins de temps à produire les lois et plus de temps à contrôler l'action publique. Arrêtons d'être shootés au texte législatif, prenons du recul, essayons d'analyser les choses et on fera des textes législatifs beaucoup plus modérés. Il faut une réforme en interne, pas forcément des institutions, pour que les commissions, le travail parlementaire soit davantage tourné vers le contrôle. Ça, on a besoin d'autorisation de personne, il suffit de le décider nous-mêmes. Pour tenter de rationaliser les débats, le Sénat vient de modifier son fonctionnement en favorisant par exemple le travail en commission ou encore en limitant les temps de parole. Des réformettes pour Alexis Bachelet. Comme d'autres députés, il appelle à une profonde réforme des institutions. Moi, je prône la suppression du Sénat sous sa forme actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une deuxième chambre. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs propositions intéressantes qui sont sur la table. Il y a celle de Claude Barthelone de fusionner le Conseil économique et le Sénat.
Il y a d'autres propositions, d'avoir peut-être un collège à l'intérieur de ce Sénat de gens tirés au sort, ou d'en faire la représentation des régions. Une proposition controversée et qui n'est de toute façon pour l'instant pas à l'ordre du jour. Voilà, sur ces questions, donc c'est Perrine Arnaud qui va vous interroger, Gérard Larcher. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir Gérard Bonsoir. Larcher. Alors la procédure parlementaire serait donc trop lente, en tout cas c'est ce que semble découvrir François Hollande qui a quand même siégé une vingtaine d'années à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Pas du tout, et j'ai été lui dire. Lundi dernier, nous avons eu un long tête-à-tête, et parmi les sujets, il y avait des sujets de politique internationale, et il y avait ce sujet. D'abord, je suis venu avec quelques statistiques. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, la procédure accélérée, qui est devenue la procédure habituelle. C'est une seule lecture dans chaque chambre, on explique à nos téléspectateurs. On est passé de 5 mois,4 à 5 mois. Et on est passé, pour un texte qui a 2 lectures dans chaque chambre, d'un peu plus de 9 mois et demi à 9 mois. Le vrai sujet, c'est d'abord le formidable décalage qu'il y a entre l'annonce en Conseil des ministres et le dépôt du texte devant l'Assemblée nationale ou le Sénat. Je lui citais l'exemple de la loi biodiversité, dont on parlera à l'automne. Savez-vous qu'elle a été déposée en mars 2014, pas en mars 2015? Alors c'est la faute à qui? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui pousse pas assez ces textes ou qui fait des textes trop compliqués, le gouvernement comme la loi Macron fait une annonce et ne le dépose pas devant le bureau d'une assemblée, comme il en a la possibilité. Donc le temps de l'exécutif est différent de celui du Parlement? Et bien sûr, aussi. parce qu'il est dans un temps d'annonce. La deuxième des choses, quand vous arrivez à des textes qui ont plus de 100 articles, ou comme le texte 106, ou comme le texte santé qui va nous arriver pour le mois de septembre, 260 pages. Comment voulez-vous que le temps parlementaire... Alors, donc c'est la faute du gouvernement qui finalement taille mal ces textes? C'est la responsabilité, la part de responsabilité du gouvernement. Et puis, il y a la responsabilité aussi du Parlement. Voilà pourquoi nous avons proposé, et nous mettons en œuvre depuis le 29 juin, c'est un petit ouvrage, mieux organiser le travail sénatorial, nouvelles règles, nouvelles habitudes, et nous réduisons les temps de manière forte par 2, et le temps moyen est devenu de 2 minutes 30 pour des interventions. Il va falloir aussi qu'on réfléchisse. Ce que je partage avec François Cornu-Gentille, c'est notamment une des missions du Sénat. La fonction de contrôle est une fonction tout à fait importante. Parce qu'au fond, les gens y croient, de bonne foi, qu'annoncé au Conseil des ministres, la loi va être mise en œuvre très très vite. Et ils s'aperçoivent que Macron, on en parlait à l'été 2014, et que nous aurons un texte et d'éventuels décrets à la rentrée 2015. Et il y a eu en plus le 49.3, parce que la majorité gouvernementale ne souhaitait pas voter majoritairement le texte. Vous en avez parlé à François Hollande, il a reconnu ses torts pour le gouvernement, il a salué vos mérites. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je lui ai laissé le numéro 0 de ce petit ouvrage pour lui montrer le travail. C'est vrai qu'il faut qu'on améliore aussi le fonctionnement du travail entre la commission et la séance, pour rendre d'ailleurs la séance plus vivante, plus intéressante. Nous le voyons bien. Donc vous voulez que le travail de fond en fait soit fait en commission et non plus tellement dans l'hémicycle? Il peut être dans les deux, parce que nous savons bien que c'est dans un dialogue, mais il y a un certain nombre de textes où le travail en commission peut permettre d'être plus approfondi. D'où la réalité, à partir du 1er octobre, quand la commission sera en vote législatif, il est demandé aux parlementaires de participer aux travaux de la commission. Que répondez-vous aux mises en cause de certains députés qui visent le Sénat? Oh mais écoutez, je peux leur proposer une formule. On supprime l'Assemblée. Toutes les assemblées ont fait des décrets-lois et la démocratie disparaît. Je pense que la deuxième... Mais attendez, c'est pas... La deuxième chambre, c'est tout à fait essentiel, notamment depuis la réforme du quinquennat. Je le redis. L'Assemblée nationale, c'est la réplique sismique. Regardez un texte. Le texte sur le renseignement. S'il n'y avait pas eu le Sénat, et c'est d'ailleurs, et en lecture, j'allais dire, une seule lecture, procédure accélérée, la dimension liberté n'aurait pas été prise en compte par le vote de l'Assemblée nationale. Ça me renvoie à l'autonomie du Sénat. Et si j'ai saisi le Conseil constitutionnel, c'est parce que, du fait qu'il n'y avait qu'une seule lecture devant le Sénat, je voulais m'assurer que les libertés essentielles, qui est une des responsabilités du Sénat, liberté individuelle, liberté collective. Et ça mérite autre chose qu'une approximation que j'ai entendue de la part d'un député des Hauts-de-Seine.
Défendre les libertés, c'est la mission numéro 1 du Sénat. D'où l'importance de représenter cette les double territoires. lecture, effectivement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et si j'ai saisi le Conseil constitutionnel, c'est pour vérifier. Est-ce que vous vérifier. n'avez pas le sentiment, quand même, actuellement, Gérard Larcher, que sous cette petite musique de la procédure parlementaire est trop lente, ce n'est pas en fait le bicamérisme qui est visé, et donc le Sénat? Je pense que c'est surtout Dans l'échec. la perspective de 2017 et des programmes. Non, je pense que c'est aussi l'échec de la politique gouvernementale. Puisqu'il faut bien imputer à d'autres, à ceux qui ralentiraient l'absence de résultats de la politique gouvernementale. Je le dis, il ne faut pas en faire du bicamérisme un espèce d'enjeu politicien pour un rendez-vous de 2017. Autant moi je suis ouvert au débat sur le nombre de parlementaires. Donc je rappelle que c'est François Mitterrand qui l'a augmenté. Là, il faudra ouvrir la réflexion pour 2017. Je suis en train même de l'ouvrir. Baisser le nombre de parlementaires. D'ajuster le nombre de parlementaires. Avec une notion que nous avons posée, la représentativité du territoire. Nous n'avons qu'un système basé sur la démographie. Moi, je dis qu'il faut que le territoire... Par exemple, pour le Sénat, ça pourrait donner quoi, concrètement, vos pistes? Attendez, les chiffres, on ne devait pas les conclure avant de les avoir commencés. De toute façon, il faut un ajustement constitutionnel entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour le vote du Congrès. Voilà, et ça sera nécessaire, notamment avec l'application de la limitation du cumul en 2017. Ah, c'est un autre sujet, ça. Oui, mais c'est un une autre des sujet. Quand vous aurez des parlementaires C'est un des autres à temps sujets. plein. Ça n'est pas directement lié. Et moi, personnellement, je pense que, au contraire, il faut se poser la question comment on fait mieux la loi. La procédure accélérée n'est pas une très bonne procédure. Comment on travaille mieux en commission. Comment on a des séances plus dynamiques. Ça, c'est la vraie responsabilité. Mais dire je suis l'un, il faut supprimer l'autre, ça n'a pas de sens. Je pense que le bicamérisme, voulu par le général de Gaulle, je dis bien voulu par le général de Gaulle, dans la réforme constitutionnelle de 58, qui a institué la Ve République, c'est un balancier stabilisé. Mais vous êtes si ardent parce que vous sentez le danger toujours présent. Attendez, il faut d'abord changer la Constitution, c'est pas une mince affaire. La deuxième des choses, je ne suis pas sûr que mon pays gagnerait en démocratie et en représentation à un moment où il va mal, à un moment où il doute des politiques. Souvenez-vous d'une seule chose, les seuls élus qui ont la confiance majoritaire des Français sont les maires adjoints, les conseillers municipaux. Pour conclure quand même sur cette procédure parlementaire, Gérard Larcher, une dernière question. Est-ce que tout ça, c'est pas quand même l'échec de la réforme constitutionnelle de 2008, celle de Nicolas Sarkozy, qui voulait donner plus de pouvoir au Parlement? Et il en a donné plus de pouvoir au Parlement. Et notamment la capacité de contrôler. Oui. Et il faut que le Parlement s'en saisisse plus. C'est d'ailleurs une des fonctions du Sénat. C'est ce sur quoi nous allons sans doute marquer la session prochaine, plus de contrôle. Claude Barthelone quittera à l'automne la présidence de l'Assemblée nationale pour faire campagne pour les élections régionales en Île-de-France. Est-ce que vous êtes heureux de voir partir l'homme qui voulait justement supprimer le Sénat? Non, parce que j'ai de bons rapports avec Claude Barthelone. Ah bon on avait cru comprendre que c'était un peu tendu pendant un moment. Non, nous sommes en désaccord total. Il voulait la 6e République, moi je suis pour la 5e. Et le président de la République a pu mesurer que la 5e ne lui était pas inutile en ces temps de crise extérieure, notamment sur la décision militaire, politique étrangère, ça n'est pas inutile, mais aussi décision intérieure. L'opération décidée notamment pour protéger un certain nombre de lieux en France, l'opération Sentinelle, tout ça la 5e République permet au président. Le 49.3, c'est l'utilisation de la 5e République. Non, nous avons une conception de la République différente. Il n'empêche que nous sommes, je le crois, tous les deux des hommes responsables et que nous voulons faire fonctionner les institutions. Justement, vous évoquez le président de la République. Il paraît que François Hollande rêve de Versailles. Il pourrait convoquer le Parlement en congrès au début de l'année 2016 pour notamment ratifier la charte sur les langues régionales. Ce texte passera au Sénat sans doute à l'automne prochain. Vous y êtes favorable? Je lui ai dit que non sur les langues régionales. Parce que nous avons déjà réformé en 2008 pour permettre aux langues régionales de s'exprimer. Je pense que ce sujet-là est un sujet à un moment où notre pays se fragmente, se fracture, a des replis communautaires. J'ai évoqué tout à l'heure le fait religieux, la question migratoire, l'échec à l'école. Je pense que notre pays a d'abord besoin de se rassembler, et donc de se retrouver. Je pense que ça n'est pas le sujet de l'urgence dans un pays qui doit d'abord retrouver le chemin de la confiance, de l'emploi et de reformer une communauté nationale qui se retrouve. C'est une atteinte à l'unicité de la République. Je lui ai République. dit très clairement au président de la République. Je ne lui ai pas dit que c'était une atteinte à la République. Attendez. Ça, c'est Michel Grossior. Michel Grossior, il faut chaque fois l'unicité de la République, mesurer les mots. Moi, je suis un homme dont on a dit qu'il était rond. Quand je dis non, c'est vrai d'ailleurs, quand je dis non,
c'est le nom d'Antigone. Il est rare, mais c'est non. Je dis que sur ce sujet, ça n'est pas un sujet d'actualité et que nous avions fait des progrès en 2008 sur cette question, car il n'est pas illégitime. C'est un acquis pour notre patrimoine, pour la diversité de notre territoire. Mais nous avons d'abord besoin de nous retrouver avant d'envisager tout cela. Donc il y a peu de chance pour Donc je n'y suis pas favorable. Si les sénateurs n'y sont pas favorables, il n'y aura pas de majorité des 3/5. Il y a d'autres sujets. Il y a un congrès. Mais attendez, il y a 2 autres sujets qui sont envisagés. Que ce soit notamment la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Tout à fait. L'indépendance du parquet aussi, éventuellement. C'est la même chose. Oui. Et je pense que tous ces sujets-là, il faut que le président de la République en parle avec et le Premier ministre avec les 2 présidents de commission des lois. Il y a aussi la fin du statut de membre à vie au Conseil constitutionnel des présidents de la République. Là, vous y serez favorable ou pas? Vous y seriez favorable? Il y aura un ensemble de choses. Moi, personnellement, sur ces sujets, il y a déjà eu des propositions du Sénat. On laissera les présidents de commission des lois et les commissions des lois réfléchir. D'accord. La laïcité, qui est chère au sénateur Gérard Larcher, la mairie de Paris a organisé une nuit du Ramadan. Est-ce que c'est à une collectivité territoriale d'organiser ce type d'événement? Ça me renvoie au débat surréaliste qu'on a eu en décembre sur les crèches. Je pense que le fait religieux, il existe. Les crèches dans certaines collectivités. Oui, tout ça a été surréaliste avant. Vous vous rendez compte, avant le 7, 8 et 9 janvier, où nous avons vu. Et donc, je crois que la République laïque doit pouvoir s'affirmer. Que personnellement, je pense qu'il faut que dans l'espace public, nous soyons très attentifs aux expressions religieuses, non pas les interdire, mais très attentifs. Mais en même temps, il faut qu'on soit attentif à permettre à chacun, c'est la loi de 1905, et c'est l'arbitrage entre Combes et Briand à l'époque. Et je suis plutôt du côté de Briand dans ce cas-là, parce que chacun puisse librement exercer le culte de son choix, ou de ne pas exercer de culte, à la condition qu'il respecte les principes et les valeurs de la République. Donc c'était une erreur d'Anne Hidalgo d'organiser cet événement? En tous les cas, j'ai quelque peu souri, parce qu'entre se rendre en un lieu religieux, ce qui nous arrive tous, ou le faire dans sa propre mairie, je voudrais être sûr que le tribunal administratif ait la même attention, la même vigilance qu'il avait eue pour une crèche en Vendée. La laïcité, en tout cas, qui n'interdit pas de s'engager pour les chrétiens d'Orient. Le Sénat et notamment le groupe... Et notamment moi-même. Pour les chrétiens d'Orient, nous avons fait il y a peu dans le journal La Croix une tribune sur ce sujet. Les chrétiens d'Orient, c'est au-delà même d'un choix religieux, un message de la diversité de la minorité et de valeurs, dans une capacité, dans des lieux où il y a la diversité religieuse, à partager un certain nombre d'éléments de la vie en commun, plutôt qu'à s'opposer. C'est un message de liberté, c'est un message humaniste, les chrétiens d'Orient. Et quand vous lisez dans le rapport du député Malek Bouti qu'il y a un risque de la radicalisation, elle existe aujourd'hui chez les jeunes Français, mais qu'il évoque un possible phénomène de masse demain. Comment réagissez-vous, Gérard Larcher? Je pense que son analyse n'est pas erronée. Et son analyse n'est pas erronée. Il va falloir que nous proposions un certain nombre de valeurs. Il va falloir que nous luttions contre le chômage des jeunes. Vraiment. Ça, c'est une vraie priorité. Il va falloir aussi que nous soyons exigeants sur l'intégration. Et pourquoi pas le mot, c'est dans le Code civil, l'assimilation. Ce qui ne veut pas dire nier les origines dont on vient. On a chacun une histoire. Il n'a pas toujours été gauloise. Mais je pense que la solution de Bouti n'est pas la bonne. Je pense que c'est la laïcité qui nous permet de réussir. Merci Gérard Larcher, merci Perrine, merci à tous, bonsoir, à très vite.